Bonjour Tristan. Bonjour Lucie, ça va? Ouais, heureuse de t'accueillir et vraiment je te remercie sincèrement d'avoir accepté de contribuer à cette belle aventure. Euh, Vraiment. Comment Écoute, vas-tu? écoute, ça va, ça va. Je me pose la question, comme je vais parler, est-ce que je fais avec ou sans les lunettes? Tu vois, on peut. Voilà, peut-être je vais la faire comme ça. Voilà, tu vois, c'est le truc qui n'a rien à voir. Non, mais ça va bien, ça va bien. Je suis content. Moi, si je peux rendre service, si en plus, si j'ai bien compris le sens, c'est pour parler à certaines personnes qui pourraient avoir des complications dans leur parcours scolaire. Donc, si on peut Ouais, leur parler, on y va. génial. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais. Donc, je suis Tristan de Groulard, père de famille de trois enfants, marié. Je suis bac-2, complètement autodidacte. C'est important que je précise le côté bac-2 parce que vous allez voir, je vais peut-être inventer des mots ou je vais chercher mes mots parce que voilà, je me sens pas armé parfois d'avoir un vocabulaire assez riche. Mais bon, j'arrive à me faire comprendre normalement. Aujourd'hui, donc j'ai 15 ans d'expérience auprès des jeunes où j'ai monté des spectacles pendant très longtemps avec eux, des comédies musicales essentiellement, suite à un appel que m'a fait une tutelle religieuse. Cette tutelle a des établissements scolaires et elle m'a dit, est-ce que tu peux venir travailler avec nos jeunes? Moi, à l'époque, je travaillais dans l'audiovisuel avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cyril Hanouna. J'ai travaillé aussi pour YouTube. Je travaillais avec des jeunes YouTubeurs que les jeunes connaissent bien, qui s'appellent Squeezie, Seb Lafrite. Et voilà, je travaillais dans les coulisses de la télé. J'étais auteur, scénariste, j'écrivais des vannes, des sketchs. Et donc, quand ces religieuses m'ont dit de venir, moi, j'ai toujours été croyant, mais pas forcément un énorme pratiquant. Voilà, donc je ne me suis pas dit, bon, pourquoi des bonnes sœurs m'appellent, mais je me suis dit, j'y vais, je vais voir ce qu'elles veulent. Et elles m'ont dit, voilà, on aimerait monter un spectacle pour un anniversaire important pour nous. Est-ce que tu te sens de monter ce spectacle? Ce serait devant 3000 personnes, c'est dans 2 ans. Et là, je leur ai dit, moi, je veux bien, je suis croyant, comme je dis, mais si c'est pour sortir ma guitare et dire Jésus est grand, moi, je vais aller dans sa maison, hey, 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 enfin, tu vois, c'était pas mon délire. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, si ça non, mais on a bien. Et non, les sœurs me disent, oui, bien sûr, on se doute bien que si tu dis Jésus, et de toute façon, les jeunes vont pas venir, donc essaie de trouver des outils modernes, innovants, d'actualité qui va leur parler. Et donc, j'ai créé cette comédie musicale qui parle à pas mal de jeunes, même pas tous, hein, mais donc voilà, donc il y a eu 70 jeunes sur scène, et ce jour, quand ces jeunes sont montés sur scène, bah, j'ai une révélation, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces jeunes? Ça veut dire que quand on les met ensemble, quand on arrive à leur transmettre sa passion, son envie, et qu'ils sont en troupe, et ben, ils arrivent à faire des choses incroyables. Et je crois que j'étais un peu jaloux de ce qu'ils étaient en train de vivre, en me disant, mais moi, si dans mon parcours scolaire, un établissement scolaire m'avait dit, tiens, tu vas participer peut-être à un projet de comédie musicale, alors pas pour le chant et la danse, parce que là, je suis pourri, mais pour l'aspect théâtre, j'y serais peut-être allé. Et donc, j'ai eu une révélation. Moi, j'appelle ça un appel de qui on veut, mais un appel, une révélation, où j'ai eu dans mon corps, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti dans ma vie. J'ai Waouh. constaté ça vraiment sur le moment. Je me dis, mais waouh, pourquoi je suis aussi euphorique? Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas picolé, j'avais pas pris de substance, j'étais pas en représentation, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de faire Ouais. semblant de tout va bien, ouais, ouais, ça va super, alors qu'au fond, t'es pourri. Non, j'étais complètement en lévitation, content, heureux, épanoui de ce moment-là. Et je pense que ça a vraiment fait appel à mon échec scolaire, que moi j'ai vécu comme un échec, et que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. La télé, Cyril Hanouna, YouTube, tout ça, c'est sympa, très sympa, ça peut être très divertissant, et c'est même plaisant d'y travailler, mais je crois que j'aimerais donner plus de sens à mon activité professionnelle. Donc ce jour-là, j'ai eu une révélation, je me suis dit, je vais aider les jeunes à traverser l'adolescence. L'ado, quel qu'il soit, il a besoin d'aide, il a besoin d'un coup de pouce pour l'aider à pas trop se disperser, pour l'aider à passer des étapes, pour l'aider à construire sur ses échecs, parce que les échecs, c'est très important aussi pour les jeunes de vivre avec, en tout cas de les surmonter. Donc voilà, et donc j'ai créé une association qui s'appelle Comédie Musicant, ça c'était il y a 15 ans. Le Covid est arrivé, il a bien freiné mon activité, et donc j'ai décidé d'un peu intellectualiser ma démarche. Alors souvent on dit, quand on a 45 ans, ce qui était mon cas, je vais reprendre des études. Moi, comme j'ai pas fait d'études, j'ai fait des études. Voilà, donc j'ai rien repris, j'ai fait des études et j'ai un peu intellectualisé ma démarche et je me suis certifié coach professionnel pour Waouh. adolescents
pour accompagner différemment les ados. Pourquoi aussi? Alors, il y avait le Covid qui a freiné mon activité de théâtre, on ne pouvait plus aller sur scène, donc je me suis dit, ouah, panique, qu'est-ce que je fais de mon job? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle? Et deux, j'avais constaté quand même qu'avec l'outil comédie musicale, je passais à côté de jeunes qui n'étaient pas du tout sensibles aux outils chant, danse, théâtre. Voilà, c'est l'esprit artistique. Les footeux, les hommes, voilà, comédie musicale, c'est pas trop pour eux. C'est cliché, mais c'est la réalité. Les garçons sont moins sensibles ont moins la fibre artistique que des filles qui font de la danse depuis leur plus jeune âge. Euh, donc, je trouve que cette formation, cette certification de coach me permet de toucher des jeunes qui ne seraient peut-être pas venus à moi ou j'aurais pas eu la chance de rencontrer et de les accompagner, de les aider dans leur parcours d'adolescents euh, allez, moins artistiques. Voilà ce que je peux raconter sur moi. Ok. Donc, j'ai décroché scolairement. Je me suis spécialisé harcèlement, ça aussi. Donc, Ah ouais. ouais. Ah Tu dis ouais. ouais souvent ou comment ça se passe? C'est où parfois tu dis Non, plus que non, 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 ouais. Tristan, mais comment dire, onomatopée sur onomatopée, je pense que je vais dire waouh, waouh. Mais merci beaucoup. Enfin, tu vas nous partager plus d'autres choses sur ton parcours scolaire, mais merci beaucoup, vraiment. En tout cas, la question phare de cet entretien, c'est comment c'était à l'école pour toi, Tristan? Alors, il y a ce que aujourd'hui j'ai analysé et essayé de me souvenir comment j'y étais à l'époque. Mhm. Et avec, j'espère, pas trop d'analyse justement de cette période-là. Ce qui est sûr, c'est que j'étais pas à l'aise, j'ai vite redoublé, vite ressenti le besoin de me faire remarquer autrement, c'est-à-dire donc en faisant le con à l'école. Je n'aimais pas les cases dans lesquelles on me mettait, je n'ai pas aimé les choix qu'ont fait mes parents quand le parcours classique allait moins bien. Ils m'ont demandé de faire un BEP, mais un BEP compta, parce que c'était à l'époque le seul moyen de pouvoir à nouveau récupérer le parcours général pour aller en bac G à l'époque, Oui, exact. STMG aujourd'hui, je crois. Oui, c'est Euh, ça. voilà, donc j'ai pas aimé ça parce que je me suis retrouvé à faire un BEP compta. Alors, au début, c'était facile parce que les matières générales, j'avais plus de facilité que certains élèves qui étaient là parce que le français, l'histoire, enfin, finalement, j'avais des facilités. Et dans certaines matières, je pense j'ai jamais fait les tests, hein, mais je pense que j'étais un caractère haut potentiel et donc pas à l'aise, où ça n'allait pas, c'était pas les méthodes qu'il me fallait. Euh, Mhm. cette place de cursus dit général scolaire, en plus de ma position dans ma fratrie, où j'étais un 3-4, ou 2-3-4 même. D'accord, Pourquoi? Enfin, donc j'étais entre des jumeaux, garçons, et une petite sœur, une fille. d'accord. Donc, je pense que au moment où ils ont, bon, donc j'aurais dû être deux, mais finalement j'étais trois, donc deux unis, garçons, les parents qui attendaient peut-être la suite, une fille, ben, finalement c'était un autre garçon, et après ils ont eu de la fille. Donc, bon, il a fallu que j'existe, que je me construise, et très vite, pareil, au sein de ma famille, j'ai dit, il va falloir que j'existe différemment. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, qu'en étant un bon élève qui faisait plaisir à son papa et à sa maman, il a fallu que j'existe différemment, j'ai été très souvent dans ma fratrie le premier à faire des choses. Le premier à dire, un truc tout con, hein, mais le premier à dire, non, c'est bon, on arrête de prendre les bains ensemble. Je vais être tout seul dans mon bain. Tu vois? Ok. Ouais, tu vois, j'étais le premier. Alors que j'avais des grands frères, mais eux, c'était bon, la suite logique de l'éducation. Moi, j'ai dit non, stop, je vais arrêter. Le premier à dire, nous, on allait par exemple à la messe tous les dimanches. Ah non, moi, j'y vais plus tous les dimanches. J'étais le premier à le dire. Voilà. Alors que mes frères pensaient un peu la même chose. En disant, ça nous fait chier d'y aller. Enfin, on n'y va plus pour des bonnes raisons. On n'y va plus uniquement par automatisme. Donc voilà, donc de premier à prendre à faire des choses, à me faire remarquer. Et en cours, c'était comme ça. À l'école, j'ai eu besoin de me faire remarquer pour, à mon avis, exprimer mon mal-être en disant j'ai rien à faire ici ou alors je comprends pas. Et aujourd'hui, l'analyse que j'en fais, c'est qu'en effet, je comprenais pas l'utilité d'être là. J'ai décidé donc d'arrêter. Alors j'ai fait mon BEP plutôt facilement. J'avais des notes là pour le coup en français tout ça parce qu'on faisait des dictées. C'est hyper facile pour moi parce que j'avais acquis des connaissances au-delà du BEP. Voilà. Mais après, j'ai repris la première
la terminale, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, je devais encore faire signer à mes parents sur mon carnet de correspondance que j'ai bavardé avec mon voisin, j'étais majeur. J'ai dit, bon, c'est quoi, ras-le-bol, je me casse. Le chef d'établissement, il m'a dit, non, mais c'est comme ça, c'est les règles. Il s'entendait bien avec mon père, le chef d'établissement, parce qu'ils travaillaient ensemble pour la partie finance dans l'établissement. Et, euh, et moi, j'ai dit, non, mais moi, ça me fait chier, j'ai rien à faire ici, j'ai envie de. Et ben, il m'a dit, c'est comme ça où tu prends la porte. Et j'ai joué, là, franchement, j'ai joué au caïd. J'ai fait au mec, je me suis joué, je dis, bah, je la prends, la porte. Et à tel point, je me rendais pas compte de la connerie que j'étais en train de faire, c'est que j'ai pris la porte, donc il devait être, je sais pas, 10 heures du mat, mais à midi, j'attendais mes camarades devant le collège, genre, vous avez vu, ça y est, c'est fini pour moi l'école, je suis un caïd, c'est qui le bonhomme, vas-y, c'est qui a fait. Et en fait, je ne me rendais pas compte qu'aujourd'hui, je trouve vraiment avec le recul que même si aujourd'hui je m'en suis sorti, mais après vraiment pas mal d'années de galère, j'étais en train de faire, je crois, une des plus grosses conneries de ma vie. C'est-à-dire, je trouve que décrocher scolairement, c'est une connerie. Même si on peut s'en sortir, c'est plus simple de ne pas décrocher, d'essayer d'accrocher le wagon, voilà, le mieux qu'on peut, et après le lâcher. Une fois qu'on est quand même un peu armé, qu'on a un cursus, quelques études, euh, voilà. Mais j'ai vraiment quitté avec zéro projet dans ma tête, quoi. Vraiment zéro. D'accord, ok. Donc, ce qui veut dire que quand tu dis que tu as quitté avec zéro projet, mais quel a été après ton parcours? Et ben, mon parcours, donc là, donc mon père me dit très vite, je vais pas te payer à rien foutre, donc tu vas faire l'armée. Persuadé, avec les armes que lui avait, hein, il n'était Bien pas sûr. armé pour accompagner ça, il m'a Mhm. décidé ça, persuadé qu'en étant à l'armée, j'allais rencontrer des illettrés, des gens qui étaient pas, tu vois, qui étaient d'un niveau inférieur et que ça allait me créer un déclic. Donc voilà, mais moi je me disais à l'époque, c'était des francs, gagner 500 francs pendant 10 mois, c'était pas possible. Parce qu'encore une fois, ma place dans la famille ou mon manque affectif ou cette faille affective que j'ai toujours souffert de ne pas avoir de sous, de ne pas avoir d'argent. Voilà. D'accord. Tu vois, j'ai un peu piqué dans les porte-monnaies. Voilà, voilà. J'étais ce type de personne qui volait un peu. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est marrant, il y a eu un déclic un jour dans ma vie. Aujourd'hui, c'est impossible. J'ai oublié de rendre 20 centimes à la boulangère ou à une station-service. J'ai fait 30 km, je fais demi-tour et je viens rendre l'argent. Désolé, je vous Ok. ai. Tu vois, ce n'est plus possible pour moi voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est autre chose, une petite digression. Mais donc voilà, donc j'ai fait l'armée et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de l'armée? Je ne vais pas gagner 500 francs par mois, ça me fait chier. Donc je suis parti en Afrique pendant 2 ans. Donc je me suis Oh, engagé. Et la premier petit déclic, c'est que finalement, l'autorité ne me dérangeait pas. La preuve, c'est que d'accord. j'ai jamais été au trou, j'ai jamais été puni. Et dans l'armée de l'air, parce que j'avais fait le choix de l'armée de l'air à Djibouti, donc en Afrique, pour grimper en grade, il ne faut pas passer d'épreuve, rien. Si tu n'es pas puni, si tu es sage, si tu es sympa et qu'il y a de la place, tu grimpes. Et je suis grimpé, alors en tant que service militaire, hein, ce n'était pas l'armée engagé à vie. Mais donc, je me suis dit, tiens, l'autorité ne me dérange pas, en fait, je suis capable de l'accepter. Donc, en cours, c'était pas le problème, c'était pas l'autorité, c'était j'étais pas bien là, et donc les règles qu'on me donnait, comme j'y trouvais qu'elles n'avaient pas de sens, c'était pas un cadre Ouais. qui m'allait, bah, j'aimais les franchir, j'ai voulu les pousser. Et l'armée, ça m'a pas dérangé, et rentrer en plus en moi, c'est une que habilité, mais en tout cas, c'est lié de mon éducation de ce choix, tu l'as fait, c'est toi qui as décidé d'arrêter l'école, t'assumes. Et ça m'a pas mal guidé pendant les 15 années dites un peu de galère, où en disant, voilà, ne demande pas trop d'aide à tes parents, c'est ton choix, il faut que tu assumes tes choix. Ça, pour le coup, D'accord. c'est ma personnalité, c'est ce qui aujourd'hui fait qui je suis et qui m'a permis d'être là où j'en suis. Voilà, donc l'armée, 2 ans. Fin de l'armée, je dis bon, bah, je vais rentrer en France. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'étais jamais rentré en France pendant 2 ans. Et tout à coup, une petite voix m'a dit, je me souviens d'un prof de dessin qui me disait, ouais, Tristan, tu devrais faire du théâtre. Et à l'époque, j'adorais les inconnus. C'était vraiment une passion que j'avais, ces humoristes et les inconnus. Et je me suis dit, bon, enfin, quand j'étais à l'armée, toujours en Afrique, et je me dis, bon, ok, quand je reviens, très vite, je monte à Paris, je vais faire les inconnus. Je vais être marrant. Je fais rire les copains. Voilà. Mais donc voilà, donc j'arrive, je rentre en France, et je dis à mes parents très vite, je vais partir. Donc j'arrive en mois de décembre. Je le dis, en septembre de l'année d'après, je débute, je monte à Paris. Donc j'ai fait des petits boulots en attendant pour toujours me faire un peu plus de sous. Et oui, important quand même, c'est que le fait d'être pendant 2 ans en Afrique, dans un lieu un peu insécurisé,
on gagne pas mal d'argent. Bon, voilà, pour le jeune âge que j'avais, je Ok. gagnais 12 000 francs par mois. Et comme j'ai pas pris Ah de ouais, vacances, ouais, pour l'époque, c'était, tu vois, j'ai fini à 12 c'était, 000 francs par mois. C'était, ouais. quand on est jeune, c'est pas mal, quoi, de gagner ça. J'avais pas de frais, j'étais hébergé, voilà. Donc j'avais un petit pécule financier qui m'a permis d'aller m'installer à Paris, que j'ai vite fait fondre, mais Ouais. donc j'ai acheté n'importe quoi. Je me suis offert une année ou deux années d'école de théâtre autour de l'acteur studio. Et là, très vite, je me suis quand même rendu compte que, ok, je suis drôle auprès de mes camarades, mais quand tu n'as pas de réseau et tout ça, pas de réseau dans le milieu, je suis monté une main devant, une main derrière, pour dire l'expression. Euh, et voilà, donc je suis monté à Paris, galère, et puis des gens drôles et des gens qui ont envie d'être comédiens, bah, il y en a 10 000 sur le marché. Et je continue mon parcours ou tu Oh veux que que oui, mais c'est Ouais, hyper intéressant. voilà. Donc là, j'ai fait plein de petits boulots pour essayer de continuer à gagner ma vie. J'ai été livreur, j'ai été très longtemps livreur. J'ai été veilleur de nuit, j'ai vendu des Barbies aux Galeries Lafayette. Wow. Ça, c'était génial d'être à ce rayon, la Barbie. Je me disais, mais waouh, qu'est-ce que je fais là? Oui, bonjour, vous avez Barbie Smith? Bah, je sais pas, je vais voir, venez, on va chercher ensemble. Mais c'était rigolo. Voilà, c'était un petit boulot. Bon, voilà, là, c'était des années quand même un peu sombres pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des amis issus de mon milieu. Quand je dis ici mon milieu, donc je m'appelle Doug Roulard avec une particule, et ce qui fait que voilà, je suis dans un milieu qui est plus privilégié que certains. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais donc mon réseau de copains parisiens qui eux aussi gravitaient dans le même milieu de lequel je suis issu et qui m'ont aidé, les parents, voilà, ils m'invitaient très souvent. Il m'arrivait d'une générosité incroyable d'avoir des copains qui me donnaient des sous pour remplir mon frigo, quoi. Voilà. Donc Ok. ça, j'ai eu cette chance-là d'avoir ces amis-là qui m'ont soutenu. Mais j'étais un peu livré à moi-même. Mes parents un peu par là, mes parents quand même au bout d'un moment m'ont aidé à payer le loyer. Il faut que je sois honnête, hein, je leur ai dit, bon, help, c'est soit ça, soit je redescends à Aix, en Provence. Fais chier, je suis bien à Paris, j'ai envie d'y croire. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je suis arrivé à Paris, école de théâtre. Oui, et très vite, être comédien, je me disais, ouais, mais on est après. Tu vois, comédien, on crée pas. Enfin, je n'avais pas la sensation de créer. Puis je trouvais que je sortais un peu de mon rôle, je jugeais, j'étais pas dedans. Il m'est arrivé de faire même des incentives dans des boîtes où j'ai fait des team building et tout ça, où en tant que comédien, je sortais de mon rôle et j'oubliais le texte. En fait, je jugeais ce que je faisais. Enfin, c'était assez Ah, étonnant, intéressant. ça. Ouais, c'était marrant, ça. Et puis, mais, enfin, c'était marrant, c'était étonnant. Et ça aussi, donc je me suis dit, bon, je vais arrêter d'être devant, je vais essayer plutôt d'écrire, de créer, d'être initiateur de projet. Donc, je me suis mis à écrire. Excellent. Et un jour, ce même copain qui me prêtait de l'argent il s'appelle Bruno, pour remplir mon frigo, me dit, lui, il travaille dans la télé, il me dit, tiens, il y a un animateur, un jeune animateur qui est en train de percer sur M6, il s'appelle Cyril Hanouna, est-ce que tu veux le rencontrer? Il cherche un auteur et je suis sûr que vous avez les mêmes vannes pourries, vous allez bien kiffer ensemble. C'était à l'époque d'une émission qui s'appelle le Morning Live, je ne sais pas si tu te souviens de cette émission. Et Exact. au départ, c'était Michael Youn, et après, il a été remplacé par Cyril Hanouna. Et voilà, et on était très potes, et puis après, on s'est un peu suivis. Et, voilà. Et puis, cette même semaine où je travaillais avec Cyril Hanouna, je rencontre une fille dans les couloirs qui est devenue ma femme. Oh, C'était une semaine incroyable, cette semaine-là, cette rencontre. Ça a changé ma vie. Ça aussi, l'amour, l'envie de construire m'a stabilisé. Et en fait, finalement, tu dégages tellement autre chose que les gens te font confiance. Et on m'a fait confiance sans forcément avoir lu ou découvert mes écrits. On dit, tiens, il est sympa, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Allez, on lui fait confiance, on y va. Et voilà, et après, les sœurs et tout ça, là, les religieuses et tout ce que j'ai fait, j'ai écrit des comédies musicales, tourné vers les jeunes et aider les jeunes. Voilà, je suis complètement in love de la jeunesse. voilà, merci beaucoup. Ce que je retiens, plusieurs choses, mais la bascule, quand tu pars en fait d'Afrique, mais surtout que tu te dis, tu te rappelles de ton prof de dessin qui te dit, Tristan, tu pourrais ou tu dois faire de la musique, enfin du théâtre. Et ça, est-ce que tu te souviens de ce déclic, simplement pour partager aux jeunes qui te verront, aux Ouais, parents? alors, quand même concrètement, ce dont je me souviens, c'est que j'étais en recherche. C'était une période d'incubation quand même. Qu'est-ce que je fais quand je remonte? Ça a duré, à mon avis, quelques jours, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? L'échéance, ça arrive, ça arrive. Waouh, 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 c'est une espèce de gouffre. Et puis, alors je me souviens très bien du moment où je l'ai pensé. J'étais sur mon lit
ouais, dans cette case-là, sur la base aérienne de Djibouti. Mais j'étais quand même en réflexion, et puis donc je me dis, il faut que je trouve, il faut que je cherche, il faut que je trouve. Et là, tout à coup, ça sort. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi ça sort, Bien mais ça sûr, bien arrive. sûr. Cette phrase arrive en disant, bon, il m'appelait, genre je dis Tristan, mais il m'appelait Groulard, mon nom de famille. Groulard, tu devrais faire du théâtre. Groulard, tu devrais faire du théâtre. Je me dis, putain, mais c'est peut-être ça que je dois faire. Finalement, je crois que ça peut me faire kiffer. Là, il y avait un de mes potes quand même que j'avais rencontré à Aix-en-Provence qui faisait le cours Florent à Paris. Donc je m'étais dit, ah, ça a peut-être du sens. Alors, vous doutez bien, à l'époque, on n'avait pas les téléphones, les réseaux. Donc pour rentrer en Exact. contact avec une personne comme ça quand tu es en Afrique, ça ne se fait pas comme ça. Mais je me suis dit, bon, bah, dès que je rentre en France, je le contacte, ce mec-là. Et on va voir, il va me donner des conseils. Et voilà. Et ce qui était chouette, par rapport au côté des clics, tout à coup aussi, le pécule financier que j'avais accumulé, je savais quoi en faire. Je me suis dit, tiens, c'est cool, je sais à quoi il va me servir. Il va Le m'offrir sens. la possibilité d'aller vers ce que je veux faire. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que ça m'a mis en route. Ce déclic m'a mis en route pour me motiver. Et ça, euh, j'accompagne des jeunes aussi dans leur orientation scolaire, mais je leur témoigne de ça. Le jour où tu vas trouver le déclic et le sens qui va avec le déclic, parti, quoi. Tu vas te motiver. Et c'est difficile parfois de le trouver. Parfois, ça peut prendre pas mal d'années. Hein. Moi, j'avais 19 ans, 20 ans ce jour-là. Hein. Donc, avant, je nageais, quoi. Je ne savais pas où j'allais. Et quelle est ton expérience, en fait, la plus désagréable, justement, dans le cadre de ton parcours scolaire? Euh, alors, bon, au-delà des moqueries qui étaient un peu du harcèlement, parfois, non, je me suis fait casser la gueule. Ça, c'est mais alors ça, c'est plus l'ambiance. C'est pas forcément le niveau scolaire. Euh, Alors je dis ça parce que je ne sais pas si j'y vais de ça, mais comme donc j'étais harcelé, pas beaucoup. Hein, je ne me souviens pas de trucs où j'étais en dépression, mais j'avais pas beaucoup de potes, j'étais un peu isolé. Parce que quand tu fais rire, tout le monde est là quand tu fais rire, mais quand tu es puni, tu te retournes, ah, tu es tout seul à prendre. Ok. Mais toi aussi, non, ah, d'accord, bon, bah, tu es tout seul. Ok. Et voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai harcelé à mon tour. Et pour se venger, enfin se venger, elle aussi, hein, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle en a parlé à des copains qui ont débarqué vraiment en masse dans l'établissement. Ils sont rentrés dans l'établissement, franchi les grilles, ils sont venus me casser la gueule. Et pourquoi ça me touche le harcèlement aussi aujourd'hui, c'est parce que c'était il y a 30 ans cette histoire, et 30 ans plus tard, j'en ai encore les stigmates, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'endormir en me disant ça y est, je vais éteindre la lumière. Depuis le jour où je me suis fait péter la gueule, tous les soirs j'ai des idées sombres, je pense à quelque chose. Je ne peux pas me dire je suis fatigué, j'éteins, je m'endors. Non. Soit j'ai le téléphone, soit j'ai un peu picolé un dîner, soit je bouquine, soit je discute, et là, voilà, la fatigue arrive et je m'endors. Mais de me dire je suis fatigué, j'éteins, ça, 30 ans plus Ok. tard, ça n'est pas possible. Donc, c'est pour ça aussi que la cause du harcèlement me touche énormément. Si on peut aider des jeunes à agir ou éviter de vivre ça. Mais donc ça, c'était des moments pas agréables, ce côté de me faire péter la gueule, d'être attendu à la sortie, de sentir une chape anxiogène qui t'attend, qui te guette. Voilà, ça, j'ai vraiment pas aimé. Euh, non, sinon, en fait, ce que je trouve très étonnant, le souvenir que j'en ai, et parfois je vois des jeunes quand j'accompagne en cours, des classes et tout ça, je les vois qui vivent un peu ça, c'est ce côté, on croit toujours que c'est pas de sa faute, on croit toujours que c'est injuste, ah, c'est dégueulasse, mais attendez, il n'y a pas que moi qui parle. Tu vois, de ressentir ça. Et une fois, je m'étais dit, je me souviens de cette fois-là, tiens, je vais me taire à ce cours, on va voir ce qui se passe, parce que tout le monde dit que c'est moi, on va voir ce Ok. qui se passe. On va voir ce qui se passe. J'ai testé ça. Et ben, c'était flagrant. Hein. La classe était sage quand j'ai décidé de me taire. Quoi. Et en fait, je me suis dit, waouh, je suis donc responsable quand même d'une humeur d'une classe. Tu vois, et il se passe quelque chose quand je prends la parole ou quand j'ouvre les vannes de la vanne, et ben, toute la classe se met en route. Quoi. Et donc, je suis un élément perturbateur, fameux terme qu'on peut entendre de la part des profs. Et je l'ai constaté, ça. C'était pas très agréable à le constater. Ouais, te dire, bon, finalement, je suis bien cette personne qui sont en train de d'écrire depuis plusieurs années. Quoi. Ok. Et au contraire, quelle a été ta plus belle expérience dans ton parcours scolaire? Euh, euh, Tu vois, j'en ai pas de plus belle. D'accord.
J'en ai pas là comme ça. Bah non, mais mine de rien, sans le savoir, que je faisais une grosse connerie le jour où j'ai dit stop, quoi. Ça, D'accord, c'était, en fait, c'est un truc qui me rongeait depuis, et de pouvoir le concrétiser, dire, allez, c'est bon, tu sais quoi, je me casse, mais vraiment, j'ai jeté mon carnet de correspondance sur le bureau du directeur, et j'ai pris la porte, je l'ai fermé, et je voyais même, là, elle était trop mignonne, la CPE, là, qui essayait de dire, non, non, pars pas, tu fais la connerie, hein, n'y va pas, franchis pas la porte, c'est trop tard après, t'es trop mignonne. Là, je suis ému rien que de repenser à ça. Et boum, je suis sorti, quoi. ok Tristan. Donc, quand même, c'est un moment que je conseille à personne, mais je me souviens que ça m'a fait du bien. Et si tu pouvais donner un conseil ou même plusieurs aux jeunes qui vivent des obstacles scolaires ou des difficultés et qui ont du mal à se projeter dans l'avenir? C'est trouver le sens à ce que tu veux faire ou à ce que tu es en train de faire. Moi, je le témoigne. Il y a si c'est compliqué, il y a un truc qui est assez facile, qui est assez, enfin, c'est facile à dire, mais je crois que c'est ça. En tout cas, je l'ai transmis à mes propres enfants. C'est que prends l'école comme un jeu. Et les règles du jeu, c'est de réviser, c'est de s'appliquer, ces trucs, et de s'investir, d'essayer de trouver le sens, de comprendre et de ça. Et c'est des règles du jeu, mais amuse-toi avec. Hein. Tu peux essayer de t'amuser, tu peux apprendre en chantant, tu peux apprendre en écrivant un rap, tu peux apprendre en faisant un faux tuto. Tu imites tes youtubeurs, salut, c'est Tristan22, je vais vous apprendre aujourd'hui l'arithmétique. Qu'est-ce que c'est l'arithmétique? Quand tu as des nombres et tout ça, voilà. Tu peux t'éclater. Et ces règles du jeu, si tout se passe bien, tu as des résultats hyper gratifiants qui vont te faire du bien. Tu t'es investi, tu as respecté les règles du jeu et c'est hyper gratifiant. Et donc, je trouve que c'est ça le petit truc que j'aime bien transmettre aux jeunes, de leur dire ça. Ouais. Essaie de trouver le sens et prends ça comme un jeu. Normalement, c'est plus facile à gérer. Ok. Et ma dernière question, quel conseil pourrais-tu donner aux parents qui ont des enfants qui vivent des difficultés scolaires et qui, justement, ont peur pour leur avenir? Bah, surtout qu'ils lâchent pas prise, eux, qui n'abandonnent pas, qui soient plus dans essayer de trouver des solutions que sanctionner. Et aussi, surtout, ça je le fais, c'est que il existe aujourd'hui très facilement, on peut avoir accès à des stages, des week-ends d'intégration, des journées de portes ouvertes. Voilà, on peut aller découvrir des univers pour stimuler l'envie ou le besoin de votre enfant. Donc, pas trop d'inquiétude si s'il n'a pas trop le niveau en maths ou en anglais comme vous le souhaiteriez. Voilà, il y a d'autres voies, peut-être qu'il va être sensible à quelque chose d'un peu plus naturaliste, donc la nature. Bah, on va aller le voir la nature. Bah, tiens, il aime bien ça. Bah, pourquoi pas se tourner vers ce type de formation. Et aussi, faites des tests d'intelligence émotionnelle à vos enfants. Ça peut les aider de mieux se comprendre, de savoir ce qui sont D'accord. linguistiques, est-ce qu'ils sont mathématiques, est-ce qu'ils sont kinesthésiques, donc le corps, est-ce qu'ils sont naturalistes, est-ce qu'ils sont musicales. Voilà, ces tests d'intelligence émotionnelle va permettre de comprendre son enfant, de se dire, OK, lui, pour mémoriser, pour apprendre ou pour son avenir, il faut plus aller vers ça. Ok. Voilà. Merci infiniment, Tristan. Et pour tous les gens qui veulent te suivre et qui veulent en savoir plus sur toi, peux-tu nous donner où te trouver et surtout quelle est ton actualité ou tes actualités? Bon, alors, donc je suis à Puteaux, dans l'Île-de-France, mais je peux faire soit des visios en accompagnement en individuel, mais sinon je me déplace pour des ateliers, surtout autour du harcèlement, mais aussi la sexualité des ados, l'addiction, la prise de parole. Voilà, donc moi, des ateliers de groupe, ça j'adore, et bah, aujourd'hui même encore, hein, je me balade un peu partout en France, à la rencontre des jeunes, à la rencontre parfois des adultes, pour leur témoigner des outils décalé pour traiter des sujets parfois graves et lourds. Et mon site internet, donc, c'est tcoach, T comme Tristan, coach comme coach.fr. Ok. Merci infiniment, Tristan. C'est Franchement, moi qui de te toutes remercie. les pépites que tu nous as données. Ce que j'aime dans ces interviews, c'est justement le fait que vous partagiez votre parcours et que ça inspire et que ça apaise, en fait. Tu vois,
ces deux verbes pour moi qui sont tellement importants, justement. Et merci infiniment. Tu vois, je termine par une onomatopée. Waouh! Elle est pas mal celle-là, mais il faudra que tu m'épelles quand même, comme quand on écrit onomatopée, parce que je pense que je n'arriverai pas à l'écrire. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation Merci. et je te dis Merci à à très toi et merci bientôt. de l'intérêt, de l'écoute. À bientôt. Merci beaucoup.